Mesdames et messieurs, je suis très heureuse d'être à vos côtés aujourd'hui pour cet appel, ce grand appel à l'égalité. Comme vous le savez, j'ai passé les 30 dernières années de ma vie dans le monde de l'entreprise, de la TPE familiale aux grands groupes français, européens, chinois ou américains. Nous venons donc du même univers et nous parlons le même langage. Nous savons donc combien ce sujet est important. J'ai mené dans l'entreprise des combats en faveur de la diversité et de l'inclusion, non pas seulement parce que je l'incarne, mais parce qu'en tant qu'ancienne chef d'entreprise, j'ai l'intime conviction qu'il s'agit d'un enjeu de justice et aussi d'un véritable levier de performance. C'est pourquoi je me réjouis de prolonger aujourd'hui ces engagements à la place qui est la mienne. Et ces engagements, je souhaite les amplifier avec vous. Les entreprises sont en effet un véritable reflet brut de notre société, avec ses progrès et ses imperfections. Elles ont démontré la fonction centrale qu'elles occupent pendant la crise sanitaire que nous vivons. Et je suis convaincue qu'elles peuvent donc être l'une des solutions aux nombreux défis de notre temps. Ces changements sont d'autant plus nécessaires pour répondre à la double crise sanitaire et économique que nous traversons et qui frappe en premier lieu les femmes et les minorités les plus vulnérables. Elle nous oblige donc à nous engager et à être encore plus responsables. La RSE ne peut plus être uniquement une contrainte ou une case que l'on coche dans un rapport annuel, mais elle doit être au contraire une exigence et une ambition. Quel que soit leur secteur, leur taille, les entreprises ont tout intérêt à être toujours plus diverses et à ressembler davantage à notre société. Et elles ont tout à perdre à se replier sur elles-mêmes. Comme vous le savez, de nombreuses études ont démontré que l'équilibre entre les sexes constitue un facteur de croissance, de compétitivité et de performance. France Stratégie l'a calculé en 2016, si nous mettions fin aux discriminations dans l'emploi, sur les seuls critères d'origine et de genre, notre économie pourrait générer 7% de PIB supplémentaire en 15 ans, ce qui équivaut à 150 milliards d'euros. 150 milliards d'euros, c'est tout simplement le coût des discriminations en France. Autant vous dire que 150 milliards d'euros dans une période de crise économique et sanitaire aussi importante nous serait très utile pour relancer notre pays. Au niveau international, dans l'OCDE, si le fossé qui sépare les femmes et les hommes dans le monde du travail venait à disparaître, on enregistrerait un gain de croissance de 12% du PIB. Ces deux chiffres démontrent donc à eux seuls que les inégalités entre les femmes et les hommes constituent non seulement une injustice inacceptable, mais qu'elles sont aussi économiquement pénalisantes pour nos entreprises et pour notre pays. Je tiens à saluer très chaleureusement le travail important qu'a réalisé le think tank Marie-Claire et les 100 propositions extrêmement concrètes que votre livre blanc nous propose. Et il faut avouer que la situation est aujourd'hui assez paradoxale. Parce que, alors que nous n'avons jamais autant parlé et agi en faveur de l'égalité femmes-hommes, il nous faut être lucides. L'égalité professionnelle demeure un débat contemporain. Et certes, nous avons encore beaucoup avancé depuis la loi Roudy de 1983, mais que de chemin nous reste encore à parcourir. Et les chiffres sont très éloquents. Les écarts de rémunération se hissent à des niveaux très élevés encore en France. 25%, c'est la moyenne d'écart. Et 9%, c'est encore la différence qu'il y a entre le salaire d'une femme et d'un homme à compétences égales et à poste équivalent. En 2018, les femmes ne représentaient que 27% de dirigeantes d'entreprises et 30% de créatrices d'entreprises, seulement 12% quand on parle des startups. Et la même année, elles étaient 30% à travailler à temps partiel,
alors que chez les hommes, c'est à peine 8%. Et je dois vous avouer que je ne m'explique pas pourquoi, en France, en 2020, dans un pays qui est si attaché aux valeurs d'égalité, nous n'avons toujours pas davantage de femmes dirigeantes de grands groupes. L'index égalité professionnelle, qui a été mis en place en 2018 par le gouvernement, constitue en ce sens une véritable avancée en matière d'égalité salariale. Parce que cet index a vocation à accélérer l'égalité salariale entre les femmes et les hommes. Tout simplement parce que malgré les bonnes volontés et les bonnes intentions, ce sujet reste encore trop lent à se concrétiser. Et la bonne nouvelle, c'est que depuis sa mise en place, nous avons déjà pu constater des progrès dans beaucoup d'entreprises. Et Elisabeth Borne et moi-même serons extrêmement attentives à en amplifier l'impact positif pour tous et toutes. Les inégalités se traduisent aussi malheureusement dans les instances de direction. Et si nous pouvons nous réjouir que la France soit championne d'Europe en termes de féminisation des conseils d'administration et de ces grands groupes depuis la mise en place de la loi Copé-Zimmermann, force est de constater que la parité en entreprise, à tous les niveaux et dans tous les secteurs d'activité, fait partie des sujets qui avancent encore très lentement. Je suis donc très favorable à une grande féminisation des instances de direction et je me réjouis que cet objectif figure également dans votre livre blanc. L'égalité entre les femmes et les hommes doit être placée au quotidien dans nos processus de décision si nous voulons véritablement faire avancer les choses. Et parmi les autres recommandations que vous proposez, vous militez notamment pour un allongement du congé paternité et je souhaite vous faire part de mes convictions personnelles en la matière. Ces convictions s'enracinent dans l'expérience tirée de ma vie précédente en tant que chef d'entreprise. J'y ai vu des pères désireux de s'investir davantage auprès de leurs nourrissons. Et j'y ai vu des entreprises aller au-delà de ce que prévoyait la loi. Et je veux les saluer parce que quelque part, elles sont avant-gardistes. Cet allongement du congé paternité n'est donc pas une mesure accessoire, c'est une mesure de progrès et de justice. Une mesure qui va non seulement dans l'intérêt de l'enfant, et peut-être que certains d'entre vous avaient eu l'occasion de lire le rapport de Boris Cyrulnik sur les 1000 premiers jours de l'enfant, mais il va également dans l'intérêt des parents. J'y suis donc très favorable et Olivier Véran, Adrien Taquet et moi travaillons déjà sur ce sujet avec les partenaires sociaux pour y trouver le bon cadre. Les racines des inégalités entre les femmes et les hommes sont encore profondes. Elles naissent sur le terreau des stéréotypes qui sont tenaces et qui enferment, qui cassent les rêves, qui brisent les ambitions et qui conduisent à l'autocensure. Une machine à fabriquer des injustices que l'on peut pourtant corriger si nous le décidons tous ensemble. Et cela doit commencer dès l'école, dès le plus jeune âge, en déconstruisant les clichés ou les représentations négatives qui sont parfois véhiculées. Mais cela doit aussi continuer au cours de la vie professionnelle en sensibilisant notamment les directeurs ou directrices des ressources humaines, les managers et aussi, peut-être avant tout, les personnes qui décident, à savoir les dirigeants d'entreprise. Cela suppose un management innovant, éclairé, qui soit source d'équité et d'efficacité. Et c'est, là encore, l'une des recommandations que vous formulez dans ce livre blanc, c'est donc vous dire si nous sommes totalement en phase. Et si vous me permettez l'expression, nous devons apprendre à désapprendre. Désapprendre de nos idées reçues, de nos mauvais réflexes, et apprendre à regarder l'autre différemment, à sa juste mesure. Et il faut que nous sachions
que tout cela commence par nous-mêmes, parce que notre regard emprisonne et il inhibe, et c'est aussi notre regard qui libère. La lutte contre les stéréotypes est donc un véritable combat que nous devons mener individuellement et collectivement. Mesdames, Messieurs, dans cette société que nous voulons construire, cette société dans laquelle nous voulons vivre demain, il faut se poser la question du monde que nous voulons laisser à nos enfants. Et nous devons trouver des réponses ensemble à ces questions. Bien sûr, je ne suis pas naïve, un monde sans inégalité est une utopie. Mais nous avons besoin d'idéaux pour avancer. Nous avons besoin de rêver, nous avons besoin d'espérer pour corriger les imperfections de notre société. Et combattre les discriminations ne consiste pas uniquement à distinguer le bien du mal. Cette bataille doit aussi et surtout permettre de séparer le juste de l'injuste. Trop longtemps marginalisées, les femmes doivent retrouver un statut non pas identique, mais symétrique à celui des hommes. Et il ne s'agit pas de gommer les différences, simplement de gommer les inégalités. Il ne s'agit pas d'opposer hommes et femmes, mais de nous rassembler autour d'une cause juste, d'une cause commune, l'égalité pour tous. Et à la fin, je suis convaincue que nous en sortirons tous gagnants. Et pour atteindre cet objectif d'égalité, je crois fermement en la force de l'entreprise, parce qu'elles sont à la fois matrices et réceptacles des mutations de notre temps. Les entreprises doivent être au cœur de ce combat. Elles se doivent d'être responsables et d'avoir une bataille d'avance. L'appel pour l'égalité que vous lancez aujourd'hui à l'UNESCO en est une illustration très concrète. Et je suis convaincue qu'en multipliant ce type d'initiative, aussi bien du côté public que du côté privé, nous réussirons tous ensemble ce pari de l'égalité. Nous le réussirons ensemble, j'en suis convaincue. Merci beaucoup.